Also, as families get ready for Thanksgiving, much of what ends up on our own tables comes from the hard work of local farmers. One of the programs they rely on is called H-2A Seasonal Worker Program. So our Marissa Armas explains how the program works and explores the challenges farmers face. Traditionally, our family's grown cotton and corn and milo. We grow a lot of wheat. For 5 generations, Shrunk Custom Ag has farmed land across Hill County. Certains événements ne provoquent pas de rupture immédiate, mais déplacent l'axe de stabilité de secteurs entiers. Au début du mois de décembre 2025, un groupe d'agriculteurs du centre-nord des États-Unis a déposé une requête d'urgence auprès de la Commission agricole de la Chambre des représentants. La demande, émanant d'associations représentant les petits et moyens agriculteurs du Wisconsin, du Dakota du Sud et de l'Iowa, demandait la suspension temporaire des droits de douane sur les engrais azotés, justifiant le risque d'une viabilité économique généralisée des cultures de la prochaine récolte. Bien que techniquement limité, le document a immédiatement suscité le malaise parmi les membres du Congrès des deux partis, car il rompait avec une norme qui prévalait jusqu'alors parmi les dirigeants ruraux alignés sur la politique commerciale actuelle. L'impact de la pétition ne s'est pas limité aux répercussions dans les bureaux de Washington. En moins de 48 heures, le ministère de l'Agriculture a été contraint de rendre un avis préliminaire, et la Commission du commerce international a rouvert les discussions internes sur l'élasticité tarifaire, une procédure considérée comme rare en dehors des périodes électorales. Le point central de cet épisode était l'origine du mouvement. Bon nombre des signataires de la pétition avaient aussi publiquement soutenu, lors des cycles précédents, l'imposition de tarifs douaniers comme instrument de protection économique et de renforcement de la production nationale. Ce qui a été discuté en coulisses, ce n'était pas seulement la pertinence de la demande en soi, mais le changement d'orientation stratégique de la part de groupes qui, jusqu'à peu de temps auparavant, soutenirent le discours de l'autosuffisance. Les représentants de la Fédération nationale des cultivateurs de maïs et de la Coalition des producteurs indépendants ont indiqué, lors d'audiences à huis clos, que la pression pour obtenir des résultats dans les cultures commençait à l'emporter sur la fidélité politique au discours précédent. À partir de là, l'épisode a cessé d'être traité comme un problème technique d'approvisionnement et a été considéré comme un symptôme de désalignement au sein même de la base qui soutenait la politique agricole et commerciale actuelle. Dans les jours qui ont suivi, des rapports techniques internes ont circulé entre les départements de l'exécutif, indiquant une baisse constante de l'utilisation d'intrants essentiels et une augmentation du nombre de propriétés qui avaient décidé de réduire leur surface cultivée pour le prochain cycle. La difficulté ne se limitait pas au coût des engrais, la diminution de la main-d'œuvre disponible, les goulets d'étranglement logistique aggravés par les récentes mesures réglementaires et l'absence de prévisibilité contractuelle dans les accords internationaux ont eu un effet combiné sur la viabilité financière des petites exploitations agricoles. La situation a été décrite, dans une note confidentielle du Bureau de la politique économique du Congrès, comme une convergence de vecteurs restrictifs sur un même segment de base, avec un potentiel de rupture horizontale. Lors d'une audience tenue dans la seconde quinzaine de décembre, un conseiller législatif expérimenté en matière de politique agricole a déclaré, en termes prudents, que le modèle de protection tarifaire actuellement en vigueur avait perdu de son adéquation pratique dans certaines régions, et qu'il serait nécessaire de réévaluer son application sectorielle. Bien qu'elle n'ait pas été officiellement enregistrée, cette déclaration a été perçue par les parlementaires du Midwest comme un signe que la rigidité du discours économique commençait à être remplacée par des tentatives de réarticulation technique. Un petit groupe bipartite a même discuté, de manière informelle, de la possibilité d'introduire des clauses de révision automatique dans certains accords commerciaux. Mais aucune mesure n'a été prise dans l'immédiat. Selon les observateurs du secteur, le point de rupture ne réside pas seulement dans la différence entre le discours et la pratique, mais aussi dans la rapidité avec laquelle l'érosion des attentes s'est consolidée parmi les dirigeants qui ont historiquement misé sur la stabilité des mesures protectionnistes. Ce déplacement interne est considéré comme un marqueur institutionnel important, car il ouvre la voie à des changements d'orientation plus larges dans les prochaines négociations législatives. Ce qui commence par une pétition technique peut, dans certains contextes, catalyser des révisions stratégiques qui s'étendent à d'autres domaines. En particulier, lorsque les impacts tangibles commencent à toucher les chaînes logistiques, les marchés régionaux et le comportement financier des banques rurales. C'est ce type de mouvement qui mérite une attention particulière.
lorsque des secteurs qui s'alignaient auparavant automatiquement sur le centre du pouvoir commencent à émettre des signaux de recalibrage, même indirects. Afin de suivre de près ces transitions, cette chaîne continue d'observer les signes de changement qui anticipent souvent des ruptures plus importantes. C'est dans ce contexte que s'est intensifiée l'implication des organismes dotés de prérogatives techniques et budgétaires dans le domaine de la politique agricole nationale. Dans les semaines qui ont suivi l'envoi de la pétition par les producteurs du Centre-Nord, le Bureau d'analyse économique du ministère de l'Agriculture a publié un rapport confidentiel dressant la carte des impacts tarifaires cumulés depuis 2022. Bien que le contenu n'ait pas été rendu public dans son intégralité, des extraits partagés avec des commissions parlementaires ont révélé une tendance constante. Dans les régions qui combinaient traditionnellement une productivité élevée et une stabilité du marché, on a constaté une baisse de la liquidité, une augmentation du coût par hectare et une augmentation des défauts de paiement auprès des banques coopératives rurales. La triangulation de ces données, encore à un stade préliminaire, a suffi à relancer une discussion technique déjà connue dans les couloirs fédéraux, mais qui n'avait jusqu'alors pas eu de véritable impact politique. La nécessité de revoir les critères d'exceptionnalité des tarifs agricoles appliqués aux intrants essentiels, en mettant l'accent sur l'équilibre productif et la prévisibilité de l'approvisionnement. À partir de là, le débat s'est déplacé du domaine associatif vers l'arène institutionnelle. La sous-commission des marchés ruraux du Sénat a ouvert une série d'audiences avec des représentants de la chaîne de production, des analystes de crédit agricole et des techniciens du département du commerce extérieur. Lors d'audiences à huis clos, au moins 2 rapporteurs ont exprimé leur inquiétude face à ce qu'ils ont qualifié de décalage fonctionnel entre la politique tarifaire en vigueur et les cycles de plantation dans certaines régions spécifiques. L'un des principaux obstacles, selon les documents obtenus grâce à la loi sur l'accès à l'information, concernait le temps nécessaire pour évaluer techniquement les demandes d'allègement tarifaire. Même dans les cas d'urgence, le processus comportait de multiples étapes, avec des avis juridiques et une validation interministérielle, ce qui rendait la réponse institutionnelle plus lente que le rythme des pertes subies par les propriétés touchées. Dans un environnement agricole fortement soumis aux variations climatiques, les longs délais de réponse réglementaire sont désormais perçus comme un risque systémique, et pas seulement comme une inefficacité administrative. Cette convergence aide à comprendre pourquoi, ces dernières semaines, des acteurs traditionnellement éloignés, les uns des autres, ont commencé à occuper le même espace d'analyse. Les agences de crédit, les coopératives d'assurance agricole, les cabinets de conseil privés en matière de risque et les organes législatifs des États ont manifesté une préoccupation commune quant à la durabilité du modèle actuel de stimulation de la production nationale, déconnecté des garanties logistiques. Le constat, répété dans différents rapports, est que la rigidité des cadres protecteurs, même si elle est justifiée par des intérêts stratégiques, n'est pas accompagnée de mécanismes de compensation régionalisés. L'absence d'instruments de compensation agiles pour les pertes spécifiques crée un climat d'insécurité qui contamine les attentes et compromet les décisions d'investissement. Concrètement, les producteurs qui ne parviennent pas à estimer avec certitude les coûts de la prochaine récolte ont tendance à réduire leur surface de production, ce qui a un impact sur l'approvisionnement interne et perturbe les chaînes de transport, de stockage et d'exportation. À ce tableau s'ajoute un facteur supplémentaire, souvent sous-estimé dans les analyses publiques, la pression des taux de change sur les importations intermédiaires, en particulier dans des segments tels que les engrais et les pesticides. Même avec des politiques de relance nationale, la dépendance partielle à l'égard des produits et composés fabriqués à l'étranger crée une vulnérabilité structurelle que les tarifs rigides ne parviennent pas à neutraliser. Lorsque le taux de change fluctue parallèlement à l'augmentation des droits de douane, le producteur agricole se trouve doublement pénalisé, avec des coûts élevés et aucune marge de négociation. Cet aspect a été abordé dans un avis technique du secrétariat au commerce international, qui a souligné la nécessité de créer des exceptions dynamiques pour les intrants dont le remplacement par la production nationale n'est pas viable à court terme. La proposition n'a toutefois pas abouti en raison de la résistance politique de certains secteurs qui considèrent toute flexibilisation comme un signe de faiblesse vis-à-vis des partenaires commerciaux stratégiques. Dans le même temps, les organismes étatiques ont commencé à agir de manière plus proactive afin d'atténuer les effets de la paralysie partielle de certaines cultures. Des programmes d'urgence de crédit rural, des incitations à l'embauche locale de main-d'œuvre et des négociations directes avec les distributeurs d'intrants ont été quelques-unes des stratégies adoptées.
même si leur portée était limitée. Dans ce cas, l'action décentralisée fonctionne comme un indicateur indirect d'un manque de coordination au niveau fédéral. Lorsque les États commencent à improviser des mesures pour faire face aux effets d'une politique définie au niveau fédéral, cela met en évidence une asymétrie des responsabilités qui compromet la capacité de réponse systémique. Ce décalage, bien qu'il ne représente pas en soi un effondrement institutionnel, est le signe d'une fatigue administrative qui s'accumule par couches successives et qui, si elle n'est pas traitée avec précision technique et politique, tend à générer des cycles répétés de désorganisation. Parallèlement aux mesures d'urgence, des groupes de recherche liés à des universités ayant une tradition en économie agricole ont lancé des enquêtes indépendantes sur les impacts distributifs de la configuration tarifaire actuelle. Les premiers résultats indiquent une concentration des pertes parmi les petites et moyennes exploitations familiales, tandis que les grands conglomérats agro-industriels ont démontré une plus grande capacité à absorber les variations brusques des coûts. Cette différence de résilience opérationnelle accentue le déséquilibre structurel du secteur et remet en question le discours officiel de protection globale des producteurs nationaux. Plus qu'une crise ponctuelle, le scénario actuel semble mettre en évidence un changement de niveau dans le débat institutionnel. L'écart entre l'intention déclarée et l'impact réel des politiques mises en œuvre est devenu trop visible pour être ignoré. Ce type de distorsion, lorsqu'il est mesuré par des institutions universitaires, surveillé par des organismes multilatéraux et discuté par des acteurs législatifs de différents horizons, tend à prendre de l'importance dans le débat public. Même en l'absence de rupture déclarée, les réactions qui s'accumulent en coulisses indiquent que le système cherche de nouvelles façons de répondre à un problème qui ne peut plus être traité comme épisodique. La crise de prévisibilité dans le domaine agricole est également devenue un point d'inflexion pour la politique commerciale extérieure, les modèles de financement rural et la logique même de la coordination fédérale. Il existe des mouvements qui ne sont pas immédiatement visibles, mais dont les conséquences s'accumulent jusqu'à devenir incontournables. Pour comprendre comment ces forces s'entremêlent, cette chaîne continue de proposer des analyses qui privilégient le rythme réel des institutions et l'enchaînement progressif des faits. L'évolution lente mais continue des relations entre les producteurs ruraux, les parlementaires et les décideurs politiques agricoles a créé un espace de plus en plus grand pour des interprétations concurrentes de la signification institutionnelle de la crise actuelle. Pour un groupe d'analystes spécialisés en économie rurale, ce qui se profile n'est pas seulement une turbulence conjoncturelle, mais un processus de réajustement forcé du pacte entre le gouvernement fédéral et la base productive de l'intérieur du pays. Selon l'interprétation de ces experts, les prémices pratiques qui sous-tendaient cet accord ne sont plus valables face à la convergence de pressions telles que l'inflation persistante, les défaillances logistiques accumulées et les décalages réglementaires qui ont entravé les décisions essentielles à la planification agricole. À cette vision s'ajoutent les économistes, qui considèrent ces impasses comme le reflet direct des limites techniques des politiques commerciales fondées sur des représailles tarifaires. En particulier lorsque ces mesures ne s'accompagnent pas d'instruments internes capables de compenser les pertes et de redistribuer les impacts de manière proportionnelle. Sans amortisseurs institutionnels efficaces, les cycles de pénurie, de désorganisation opérationnelle et d'instabilité de l'approvisionnement ont tendance à se répéter. Même lorsque le discours officiel insiste pour justifier ces mesures comme une protection du secteur. Il existe cependant un autre courant d'interprétation, formé par des juristes et des constitutionnalistes, qui évitent de définir ce moment comme un signe de faillite structurelle. Pour ce groupe, les défis auxquels sont confrontés les producteurs agricoles ne doivent pas être automatiquement interprétés comme le résultat d'une erreur stratégique, mais comme la manifestation d'un conflit récurrent entre l'autonomie réglementaire et les effets distributifs. Dans cette optique, le cœur du débat ne réside pas seulement dans l'existence des tarifs, mais dans l'absence de critères clairs et vérifiables pour les calibrer dans des situations exceptionnelles. Sans mécanisme juridique permettant des ajustements temporaires sur la base d'indicateurs techniques objectifs, tels que le niveau de production, les fluctuations monétaires et l'offre disponible de matières premières, la politique commerciale fonctionne avec une rigidité incompatible avec la réalité cyclique et vulnérable de l'agriculture. L'impasse n'est donc pas seulement opérationnelle, mais aussi normative. Elle révèle une lacune institutionnelle qui tend à générer de futurs litiges à mesure que les dommages économiques s'accumulent et que la prévisibilité du secteur se détériore. Certaines interprétations situent également la crise dans le cadre d'une transformation
institutionnelle plus large. Les chercheurs spécialisés dans les politiques publiques ont affirmé que la situation actuelle, en mettant en évidence les faiblesses du modèle en vigueur, pourrait constituer un tournant vers une réorganisation profonde des instruments de gouvernance agricole. Des propositions telles que des fonds régionaux de compensation, des clauses d'exception tarifaires liées à des objectifs de productivité et des conseils techniques interagences sont actuellement discutées dans des cercles encore restreints. Mais elles indiquent que la structure réglementaire pourrait être redessinée. Le défi dans ce cas est double, technique et politique. Parvenir à un consensus minimal exigerait d'admettre, dans la pratique, que les mécanismes précédents ont perdu leur capacité à offrir une stabilité et une prévisibilité suffisantes à un secteur dont la survie dépend de la planification. Le débat s'élargit encore davantage lorsqu'il intègre des considérations géopolitiques. Les observateurs du commerce international ont suggéré que la rigidité tarifaire des États-Unis sur les intrants agricoles s'accompagne de réponses stratégiques de la part des pays fournisseurs, avec un redéploiement progressif de la production vers les marchés asiatiques et sud-américains. Ce mouvement, même s'il est encore incomplet, pourrait réduire la marge de négociation des États-Unis dans les futures négociations multilatérales, surtout si la pression interne en faveur d'une révision tarifaire continue de s'intensifier. Il ne s'agit pas d'un isolement immédiat, mais d'un affaiblissement progressif de la fluidité institutionnelle dans les arènes stratégiques. Ainsi, la crise agricole cesse d'être un simple problème interne et s'inscrit dans le cadre de réorganisation plus importante du commerce mondial, rendant sa résolution également dépendante de la capacité diplomatique à recalibrer les relations commerciales sans sacrifier les protections considérées comme politiquement essentielles. Au Congrès, une partie des parlementaires interprète l'impasse comme une opportunité de repositionner la politique agricole sur des bases d'innovation, de régionalisation et d'une plus grande efficacité réglementaire. Ce discours, bien qu'en expansion, se heurte encore à la résistance de secteurs qui craignent que les changements apportés au modèle actuel n'entraînent une perte d'identité politique ou n'affaiblissent le discours nationaliste construit ces dernières années. Il en résulte un dilemme croissant entre pragmatisme institutionnel et fidélité symbolique, qui est désormais au cœur des débats sur la politique agricole contemporaine. Et, jusqu'à présent, il n'y a pas de solution claire. Pendant que les institutions délibèrent, les effets concrets continuent de s'accumuler dans les campagnes. Les agriculteurs font état d'incertitudes quant à la définition de la prochaine récolte. Les revendeurs de produits agricoles opèrent avec des marges de plus en plus serrées. Et les banques coopératives envisagent de revoir leur structure de crédit face à l'augmentation des défauts de paiement. Ces éléments peuvent sembler dispersés, mais ensemble, ils indiquent que le système est soumis à des tensions simultanées sur plusieurs fronts. La réponse qui émergera de ce processus, qu'elle soit législative, administrative ou judiciaire, aura un effet au-delà de la crise actuelle. Elle servira de précédent institutionnel sur la portée et les limites réelles des politiques protectionnistes appliquées à l'agriculture aux États-Unis. À ce jour, il n'y a pas de consensus sur la voie à suivre. Il existe une controverse ouverte entre les diagnostics, les modèles et les intérêts. Selon la manière dont ces forces s'organiseront au cours des prochains mois, le secteur agricole pourrait traverser la crise vers un nouveau cadre réglementaire plus adaptable et plus prévisible, ou simplement bénéficier d'ajustements progressifs qui prolongent l'instabilité sans résoudre les causes structurelles. Dans les deux cas, les conséquences vont au-delà des propriétés touchées. Elles ont tendance à se répercuter sur les chaînes alimentaires, les structures fiscales locales et l'équilibre politique de régions entières. Certaines crises ne se terminent pas par une décision unique, mais continuent à produire des effets pendant que les institutions, les acteurs et les territoires réorganisent dans leurs positions et redéfinissent leurs attentes. C'est pourquoi cette chaîne continuera à suivre les mouvements concrets, y compris ceux qui n'apparaissent pas immédiatement dans l'actualité. Car c'est dans ce déplacement silencieux, en dehors du centre du débat public, que se forment souvent les précédents les plus durables et que se dessine le prochain chapitre de la gouvernance agricole aux États-Unis.